Je voudrais tout d'abord, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, généraux, tout protocole observé, commencer par, je crois que j'ai une camarade de promotion dans la salle de Strasbourg. Laure, bienvenue à New York. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général, j'ai un mot pour vous. Je sais que ça vous a été dit à Bamako, mais j'ai toujours un plaisir quand je vous vois de vous regarder avec admiration, particulièrement pour les efforts que vous faites sur le terrain au Mali, avec toute l'équipe qui vous accompagne de l'aménagement, les forces françaises, l'Union européenne, nos frères africains, le G5 Sahel, et qui nous valent aujourd'hui au Mali d'avoir pu tenir des élections dans des circonstances qui n'étaient pas les plus simples du tout et qui nous évitent un vide constitutionnel. Merci à vous, merci à votre équipe et bienvenue à New York. Je voudrais deuxièmement remercier l'observateur Boudros Ghali pour le maintien de la paix et l'OIF pour l'organisation de ces séminaires. J'apprécie beaucoup l'objectif assigné à ces séminaires, c'est-à-dire nous permettre de nous mener cette réflexion francophone pour apporter une contribution francophone à la déclaration d'engagement commun du secrétaire général en faveur de l'amélioration du maintien de la paix. Moi, je ne vous ferai pas un discours d'ouverture, en réalité. Ce que je vais vous faire, c'est... Je crois que Nardiès et François s'en sont occupés. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais me contenter tout simplement de partager avec vous quelques points de réflexion venant du représentant d'un pays en crise qui bénéficie de la solidarité internationale avec la présence de l'aménagement. Donc c'est une expérience de terrain que j'essaie de partager avec vous, de vous soumettre à l'effet probablement que vos réflexions communes permettent d'apporter des réponses qui peuvent être justement des contributions efficaces de notre groupe francophone à cet engagement commun du secrétaire général. Et pour cela, j'ai essentiellement trois points de réflexion. Le premier, c'est le processus politique. Je pense qu'il ne faut pas l'occulter. Il est essentiel pour la réussite des opérations de maintien de la paix. Donc, pour cela, dans le cas du Mali, le déploiement de l'aménagement a précédé l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et ça se comprend. Nous étions pris à la gorge depuis 2012. Janvier 2013, nous avons été obligés de solliciter le soutien de la France et dans la même veine de permettre que les Nations Unies nous viennent en aide pour non seulement contenir la menace sur le reste du pays, mais également permettre un processus politique et de règlement de la crise. Alors, je sais que des réflexions dans ce bâtiment étaient à l'époque de dire nous nous sommes précipités, mais je pense que c'est manquer en fait de recul par rapport à la menace à laquelle le Mali était confronté. Et je sais que ce débat est toujours en cours dans ce bâtiment pour dire que cette mission avait été mal planifiée et qu'il aurait fallu nous assurer qu'il y avait déjà un cadre de paix avant de déployer la force. Mais je pense qu'il faut avoir ce recul. Je le dis parce que, en plus de ça, il y a un autre débat lié à ça dans les bâtiments. Donc, en tant que francophone, c'est bon de l'avoir à l'esprit et trouver les moyens de l'étouffer, de le décourager, pour ne pas qu'il ait des effets sur d'autres missions éventuellement à venir. Donc, pour moi, les conditions de réussite de la mise en œuvre d'un accord, c'est d'abord la confiance entre les parties. C'est essentiel. Quand nous partions à Alger en 2014, ce n'était pas évident. Ceux qui étaient avec nous peuvent témoigner. La confiance n'était pas là. Même quand l'accord a été signé, on a pris énormément de temps. Je sais qu'au Conseil de sécurité français aime nous titiller pour dire que vous êtes en retard par rapport à la mise en œuvre de l'accord. Je le sais. Gentiment. Je sais. Sauf que la réalité, c'est qu'il a fallu du temps pour construire progressivement cette confiance qui revient petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le construit, surtout après ce que nous avons connu au Mali. Ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, la confiance est de retour progressivement. La volonté politique également est essentielle, surtout entre les partis. Et le deuxième élément que je trouve essentiel, c'est l'appropriation du processus, l'appropriation nationale du processus. Je sais que ce processus également est en cours. C'est vrai que les Maliens, souvent, ont le sentiment que, voilà, on reçoit beaucoup de pression, qu'on nous dicte beaucoup de choses. C'est vrai, c'est notre cause, mais je pense qu'il faut également nous donner le temps de nous approprier toutes ces dispositions pertinentes de l'accord
de nous en faire nôtre et de l'appliquer. Ça va énormément aider à la réussite de la mise en œuvre de l'accord. Et puis, le caractère inclusif, c'est vrai, ça également, on en a énormément souffert déjà dans les processus de négociation. On en a énormément souffert simplement parce que tout le monde voulait être là, déjà dans les négociations, mais également quand on a signé l'accord. Même aujourd'hui, les gens se battent pour être partie prenante de la mise en œuvre de l'accord. Donc ça vous fait faire 2 pas en avant souvent et 3 pas en arrière. Et souvent, ils posent des voies de fait qui vous obligent à retarder la mise en œuvre de l'accord. Donc il faudrait également qu'on veille à ce que ce caractère inclusif dans la mise en œuvre de l'accord soit préservé. Un autre élément que je trouve essentiel, c'est l'approche réaliste et réalisable des accords. C'est vrai que l'accord de paix, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali est un accord global qui traite de toutes les causes effectivement du conflit au nord du Mali. Mais les délais souvent qu'on nous impose, ce n'est pas évident. Moi, j'ai lu la feuille de route du 22 mars 2018. J'ai vu le pacte pour la paix. J'ai vu également l'accord. Déjà, dans l'accord, on est largement en delà des délais qui sont prescrits pour la mise en œuvre de l'accord. Et à l'époque, on l'avait signalé. Pour dire que même si vous prenez tous les budgets du Mali, ne faites absolument rien d'autre avec. Mettez-le seulement dans la mise en œuvre de l'accord. Ce n'est pas en 2 ans qu'on va pouvoir honorer tous les engagements que ça contient. Ce n'était pas évident. Nous l'avons dit à Alger. Nous continuons à le dire à nos partenaires. Ne faites absolument rien d'autre avec le budget du Mali. Mettez-le seulement dans l'accord. C'est pourquoi nous avons tenu ces conférences à Paris pour mobiliser les ressources pour nous aider à financer l'accord. Mais les engagements qui sont honorés à ce titre sont infimes, sinon qu'il n'y a pratiquement pas d'appui. Moi, je sais comment on a organisé les élections, c'est sur les ressources propres. Les partenaires ont dit non parce que vous ne faites pas de progrès dans la mise en œuvre de l'accord. Je sais comment l'État se bat aujourd'hui pour boucler les fins de l'année. Pourtant, la pression est là pour dire mettez en œuvre l'accord. Il n'y a pas d'appui. C'est un peu compliqué. Ensuite, l'environnement, il n'est pas simple. En plus de nos partenaires dans l'accord, vous avez plusieurs facteurs qui sont là pour perturber tous les jours, tous les efforts que nous construisons. Ceux-ci, ils n'ont aucun intérêt à la stabilité du pays. Je parle des terroristes, je parle des narcotrafiquants, je parle des trafiquants de marchandises illicites et de plus en plus des trafiquants de migrants. Il me revient d'ailleurs que le trafic de migrants est beaucoup plus rémunérateur aujourd'hui que le trafic de drogue. Et ces organisations criminelles n'ont absolument aucun intérêt à la stabilité du pays parce que c'est l'espace vital pour eux, l'instabilité. Voilà un défi également à prendre en compte. Alors, au nombre également des défis, c'est voilà, l'environnement que je viens de signaler, mais c'est l'absence également de lignes claires souvent qui nous arrive de constater entre souvent les groupes qui négocient avec nous, qui sont dans le processus de paix avec nous, et les groupes qui ont d'autres agendas, notamment les organisations criminelles que je viens de citer. Ça nous pose énormément de soucis. Et par-dessus de tout ça, nous avons un environnement sociopolitique au Mali fait de toutes sortes de contradictions qui ne favorisent pas non plus le processus politique et le processus de mise en œuvre de l'accord de décoller véritablement. Quand vous avez une opposition qui conteste les résultats des élections encore, quand vous avez également un taux d'abstention aux élections qui est assez substantiel, dans un contexte où vous voulez faire des réformes politiques et institutionnelles, ça ne doit pas être simple pour le gouvernement de mobiliser l'ensemble de la force vive de la nation autour de la réforme. Alors, ça, c'était le premier point de réflexion que je souhaitais vous dire, pour dire que, simplement, la réussite des opérations de maintien de paix des Nations Unies passe fondamentalement par la prise en compte de cette dimension politique de règlement des crises qui est d'obtenir un accord et aider à sa mise en œuvre. Pour nous, c'est capital. Le deuxième point de réflexion que je souhaite partager avec vous, c'est le mandat des opérations de maintien de la paix. Le mandat. Pour cela, moi j'estime qu'il faut des mandats réalistes et réalisables. Surtout qu'il faut des mandats adaptés à leur environnement, à l'environnement de déploiement des opérations de maintien de la paix. Et là, je vais vous partager une réflexion que j'ai eue ici, quand j'étais conseiller, en 2000,
Le secrétaire général à l'époque, Kofi Annan, avait déployé une mission pluridisciplinaire en Afrique de l'Ouest. Le Mali était loin d'être en crise à l'époque. 2000. Je me rappelle très bien encore. C'était le chef du département des affaires politiques à l'époque, un Sénégalais, le professeur Fall, Ibrahima Fall, qui a conduit la mission. Quand il est revenu, ce que je retiens de son rapport, c'est 3 idées majeures, analysant les opérations de maintien des Nations Unies. C'est que, 1, l'ONU intervient en retard, toujours. 2, quand elle intervient, elle fait peu. Et 3, elle se retire très tôt. Vous partez en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, vous allez avoir exactement les mêmes sentiments. Ça n'a pas changé. Intervenir tard, faire peu et se retirer tôt. Je vous soumets, c'est une réflexion qui est encore d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Intervenir tard, ça veut dire que c'est la prévention. Quand on arrive, c'est mettre les moyens pour aider les pays à se remettre. Et ensuite, se donner un temps pour s'assurer qu'il n'y a pas de chance de retour à la case de départ. Et pour cela, je disais tout simplement qu'il faut s'assurer que les moyens de prévention sont là pour aider les pays d'abord à prévenir les situations de crise. Je crois que dans le cas du Mali, les signaux étaient là depuis un certain moment. Ce n'est même pas pour le Mali, même pour d'autres pays aujourd'hui, on voit des signaux. Qu'est-ce que nous faisons pour prévenir que ce qui se passe au Mali n'arrive pas à d'autres pays dans la région? C'est ça l'intérêt, à mon avis. Et des mécanismes d'alerte précoce existent, en tout cas au niveau de la CEDEAO, nous en avons, je sais que nous en avons également au niveau de l'Union africaine. C'est des choses que nous pouvons activer. Je sais que des pays aiment souvent se barricader derrière les concepts de souveraineté, c'est vrai. Mais à partir du moment où la situation constitue une menace pour les autres, je pense qu'on peut se comprendre, qu'on puisse accepter un moment que sa souveraineté soit de temps à autre interpellée pour aider à éviter que la situation ne dégénère. Deuxième cas de réflexion, ce qui arrive souvent, c'est qu'au niveau ici, j'ai constaté qu'on a des solutions générales pour toutes les situations spécifiques. Je pense que ça a montré ses limites. Nous devons réaliser que chaque crise est particulière et que la situation dans chaque pays est spécifique. Je le dis tout simplement parce que dans le cas du Mali, par exemple, quand l'aménagement a été déployé, le débat, il est toujours là, de consister à dire que oui, l'ONU n'a pas de mandat pour lutter contre le terrorisme. Moi, je le sais, tous ceux qui sont dans la salle le savent. Moi, mon compatriote qui est à Aguelok, à la frontière avec l'Algérie, mon compatriote qui est à Mopti, qui est sous la coupe réglée des terroristes, quand vous dites que vous déployez 15 000 hommes pour protéger les populations civiles, qu'ils voient les hommes sur le terrain, effectivement, et qui sont malheureusement, les enfants ne peuvent pas aller à l'école comme ils veulent, que les femmes ne peuvent pas aller au marché quand elles le souhaitent. Vous allez expliquer à ce dernier que oui, les casques bleus qui sont là ne sont pas là pour lutter contre les terroristes qui l'empêchent d'aller à l'école. Il ne comprendra pas comme moi. C'est ça la réalité sur le terrain. En tout cas, dans le cas du Mali. Donc, voyons, c'est vrai, l'ONU ne fera pas la lutte antiterroriste, mais je crois que l'ONU ne peut pas non plus ignorer qu'elle a déployé une mission dans un environnement où les terroristes sont là, où les narcotrafiquants sont là. Troisième élément concernant ce deuxième point de réflexion, sur le mandat, les concepts d'opération, donc c'est le suggestion à ce que je viens de dire, c'est adapter les mandats, les concepts d'opération et les règles d'engagement des missions à l'environnement dans lequel on déploie nos hommes. Dans le cas du Mali, nous sommes cités comme, et je sais que tous les Maliens en sont malheureux, en tout cas nous n'en sommes pas du tout fiers, d'être perçus comme le pays le plus dangereux pour les casques bleus. C'était dans un discours ambiant dans ces bâtiments à un moment. Nous n'en sommes pas du tout fiers. Nous n'en sommes pas d'autant plus fiers que nous estimons que des nations amies qui nous ont fait la solidarité de nous envoyer leurs enfants viennent mourir pour notre cause, pour des choses souvent qui peuvent être évitées. Donc, quelque part, notre responsabilité collective est interpellée. Donc, donnons les moyens, donnons des mandats adaptés, au moins ne serait-ce que pour se protéger eux-mêmes. Ce qui est arrivé avec la MINUSMA, quelquefois, c'est les forces françaises qui interviennent ou que nous-mêmes intervenons en appui d'eux pour les venir en secours. Et je profite d'ailleurs de ce point-là pour dire tout simplement que
Il y a un débat également qui est là, où régulièrement dans des panels, on me dit, oui, est-ce que la proximité entre les forces françaises et les forces de la MINUSMA n'expose pas la MINUSMA ou les Nations Unies voilà, à des menaces terroristes? Le représentant spécial du secrétaire général est là, je parle sous son contrôle. En juin, à Tombouctou, quand le camp de la MINUSMA a été attaqué, tout le monde sait ce qui a bien pu se passer. C'est la coopération entre les différentes forces françaises, maliennes et MINUSMA qui a permis de contenir la menace dans l'état dans lequel elle a été contenue à Tombouctou le 2 juin. Je pense que c'est bon que vous le sachiez. Parce qu'on arriverait à un moment où on va dire non, bon, écoutez, ils vont rester dans les camps, les autres là n'ont qu'à aller after the bad guys. Même si vous restez dans les camps, vous n'êtes pas épargné d'une attaque terroriste. C'est ça l'enseignement qu'il faut tirer de ce qui s'est passé à Tombouctou. Nardiès m'avait demandé d'être très bref. Je crois que je vais m'arrêter là. J'avais plein d'autres éléments de réflexion à vous soumettre. Tout simplement pour dire que, pour terminer par le troisième et dernier point, je pense que c'est la coopération entre les Nations Unies et les organisations internationales. C'est capital. C'est capital. Moi, je suis très heureux que le secrétaire général, depuis qu'il a pris fonction, avec Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, ont travaillé à renforcer cette coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales, l'Union africaine, la CEDEAO et de plus en plus le G5 Sahel. Je pense que simplement parce qu'il faut réaliser que nous avons mis beaucoup d'espoir également sur les Nations Unies, alors qu'elles ne peuvent pas tout faire. Cette évidence-là, il faudrait qu'on l'intègre également et qu'elle accepte de partager avec ceux qui peuvent l'aider à réussir son mandat. Et je sais que c'est la meilleure approche de renforcer cette coopération entre les Nations Unies, la CEDEAO, en tout cas pour ce qui concerne les pays africains, l'Union africaine et de plus en plus les G5 Sahel. Puisque vous êtes l'ambassadeur des membres permanents du Conseil, notre demande reste entière. Pour la force du G5 Sahel, nous voulons un mandat beaucoup plus robuste. Nous voulons un financement, y compris à travers les Nations Unies, pour aider cette force à être pleinement opérationnelle, pour contenir la menace terroriste, pour qu'elle ne s'étende pas à d'autres pays. Voilà, Nardiès, je m'excuse d'avoir été un peu long. Je m'arrête là. Merci beaucoup.